Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, voici les titres. À sommet Afrique-États-Unis, les deux parties ouvrent de nouvelles perspectives. La sécurité alimentaire, en particulier l'accès au marché des céréales et de l'engrais, a été au cœur de la plaidoirie du président Macky Sall, une stratégie saluée par le président américain Joe Biden. Ouverture hier de la 30e édition de la FIDAK, la foire internationale de Dakar. 15 jours d'échange et de commerce, l'Algérie invité d'honneur de cette édition qui a vu la participation de 24 pays. On en parle avec le directeur général du CICES, Saliou Keita, et l'invité de ce 20h. Le mondial au Qatar est le meilleur de tous les temps. C'est Gianni Infantino qui parle. Le président de la FIFA salue le parcours du Maroc qui joue la petite finale demain face à la Croatie et de toutes les équipes africaines présentes à ce rendez-vous. Vous l'entendrez dans ce journal. Du baume au cœur pour les détenus du camp pénal de Liberté 6 en concert organisé par l'association Guédiawaye Hip Hop. De nombreux artistes sont venus communier avec les pensionnaires de cet établissement. Bienvenue à tous. Sommet Afrique-États-Unis, les deux parties ont décidé de bâtir un partenariat stratégique, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire. Dans l'immédiat, il est prévu un plan d'action pour faciliter l'accès au marché des céréales et de l'engrais. Le président Joe Biden salue à son tour le leadership et l'esprit de partenariat du président Macky Sall dans l'élaboration de cette stratégie. Les explications de nos envoyés spéciaux Mamadou Belem et Oumar Niga. Si le sommet de Washington a connu un succès, c'est parce qu'à l'origine, les présidents Macky Sall et Joe Biden ont jeté les bases d'un partenariat sincère. Il y a quelques jours, on a demandé au président Sall à quoi ressemblerait la réussite à ce sommet. Monsieur le Président, je me souviens que vous avez dit que les États-Unis doivent montrer, et je cite, « Nous devons montrer la volonté de travailler avec les Africains ». Et moi, je pense que cela doit concerner des solutions durables et tangibles. Et nous sommes derrière cela aux États-Unis. Nous avons la volonté de travailler avec vous. Nous avons besoin de vous. Président Sall et à tous les dirigeants ici présents aujourd'hui et tous les jours, qu'il ne s'agit pas seulement de montrer la volonté, mais il faut également passer à l'acte parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et il faut agir. Il s'agit d'une crise alimentaire mondiale et nous devons travailler ensemble pour résoudre ce problème. Et nous avons besoin de votre leadership et de votre esprit de partenariat pour résoudre cette crise. Cet après-midi, alors, je tiens à vous écouter. Je veux savoir ce que vous pensez que nous devons faire. À la demande du président Biden, le président Macky Sall répond en insistant sur son plaidoyer qu'il porte depuis quelques mois. Une priorité qu'il a évoquée avant même cette plénière. Monsieur le Président, dans l'immédiat, l'Afrique souhaite la prise de mesures urgentes pour faciliter l'accès au marché des engrais et des produits agricoles. Quand je dis l'accès, c'est pour l'achat. À moyen et long terme, nous voulons surtout travailler avec les États-Unis pour l'amélioration de la production en Afrique, y compris par des investissements massifs dans la diversification des chaînes de valeur et le renforcement des infrastructures agricoles. Les États-Unis sont sensibles à la situation de l'Afrique dans ce contexte de crise généralisée. Les propos du président Biden sont révélateurs. La sécurité alimentaire est une fondation essentielle pour plus de prospérité et de paix. En termes simples, si un parent ne peut pas nourrir ses enfants, il n'y a rien d'autre qui compte dans le monde. Donc, nous allons tout consacrer à court terme et à moyen terme et à long terme à ce problème. Aujourd'hui, les États-Unis lancent un nouveau partenariat stratégique avec l'Union africaine. Nous allons collaborer pour créer des systèmes alimentaires plus résilients, pour améliorer les techniques dont disposent les communautés pour cultiver, vendre et acheter leurs denrées alimentaires. Enfin, nous rassemblons le monde entier pour répondre à ce défi planétaire. Nous allons continuer également
à soutenir l'accord négocié par l'ONU pour faciliter l'exportation des céréales ukrainiennes, ce qui va profiter non seulement à l'Afrique, mais au peuple du monde entier. Nous allons continuer à appuyer les organisations multilatérales comme le Programme alimentaire mondial et le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Cela va stimuler la production agricole, atténuer les pénuries d'aliments ou promouvoir le commerce intra-africain. Le président Macky Sall et son homologue Joe Biden ont jeté les bases d'un partenariat stratégique, un plan d'action qui vise dans l'immédiat à régler la question de l'approvisionnement en céréales et en engrais. Dans le moyen terme, la mobilisation de moyens conséquents pour une agriculture résiliente. L'Afrique plaide pour la réforme du système financier international face à l'impact de la crise. Le président Macky Sall s'est entretenu avec la secrétaire d'État au Trésor. Objectif, lever des capitaux pour appuyer les économies. Nous retrouvons Manika. L'entretien que le président Macky Sall a eu avec la secrétaire au Trésor est une suite logique de ses interventions dans les segments de haut niveau. Car il s'agit de trouver les voies et moyens de permettre à l'Afrique de faire face aux différents chocs liés aux différentes crises, Covid, alimentaire et guerre en Ukraine. Les économies africaines très résilientes ont besoin cependant d'être boostées pour faire face. C'est ainsi que le chef de l'État a évoqué la nécessité de mobiliser des ressources comme les droits de tirage spéciaux et autres fonds de relance, mais aussi de réformer le système financier international au profit du continent. Madame Janet Yellen est en phase. Elle s'est dit favorable à l'idée de pousser les institutions multilatérales de développement à libérer plus de capitaux pour financer la relance des économies africaines. Auparavant, elle a salué le leadership du président Macky Sall et l'amitié fraternelle entre le Sénégal et les États-Unis. Après la rencontre avec la secrétaire d'État au Trésor, le président de la République, Macky Sall, a reçu Rajov Sech, président de la fondation Rockefeller. Je suis venu discuter avec le président Macky Sall pour explorer les opportunités de coopération, discuter également de la nécessité de réformer les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le FMI, afin de donner un plus grand accès aux pays en développement aux capitaux internationaux. La nouvelle directrice de l'Agence de développement du NEPAD a également été reçue par le président de la République, Macky Sall. Comme il est la tradition, donc partout où on se rencontre, puisqu'il est quand même le président de l'UA, mais aussi un des fondateurs de NEPAD, de NEPAD AUDA. Donc, je viens de discuter sur les préparatifs de Dakar Financing Summit, le financement des infrastructures, de sommet de financement des infrastructures à Dakar. Donc, les préparatifs qu'on a mis en place ensemble avec le gouvernement et aussi des autres affaires d'Auda NEPAD. J'ai que 7 mois depuis que j'ai pris la fonction. Donc, avoir aussi ce conseil, toujours, qui est brillant et qui est vraiment ouvert. Et c'est un grand plaisir d'être avec lui, puisque j'apprends beaucoup de choses. Donc, je suis très, très reconnaissant. Le Sénégal et l'Algérie dans une nouvelle dynamique de coopération. Le Premier ministre a reçu ce vendredi une forte délégation d'hommes d'affaires algériens. Il s'intéresse à l'agriculture, au commerce, au tourisme, aux travaux publics, entre autres. Les détails avec Karam Dawa. 102 hommes d'affaires composent la délégation de l'Algérie, invité d'honneur de la FIDAK 2022. Ces investisseurs ont bien l'intention de jouer un rôle clé dans la nouvelle dynamique de coopération impulsée au plus haut niveau. Monsieur le Premier ministre, il y a des hommes d'affaires qui veulent investir dans le secteur agricole, dans le secteur aussi de la transformation. On a plusieurs hommes d'affaires qui veulent aussi dans le secteur de BTPH, travaux publics, hydrauliques, même tourisme. Et j'espère qu'on trouvera des facilités pour vraiment réussir dans
à faire. Et surtout, on a promis à son Excellence président de la République. Entre l'Algérie et le Sénégal, la coopération se veut mutuellement bénéfique. La 4e économie africaine a déjà haussé ces dernières années son niveau de commerce avec le Sénégal. 2016 et 2019, nos importations en provenance de votre pays ont connu une hausse de 7,5%, passant de 14 à 15 milliards. En termes de perspective, nos autres autorités ont souhaité créer une nouvelle dynamique de renforcement de nos relations économiques et commerciales. Et à cet égard, le gouvernement du Sénégal va travailler à la mise en place d'un partenariat bénéfique entre nos deux pays. Donc, nous avons été instruits par le président de la République en ce qui concerne le gouvernement sénégalais, suite à sa visite et suite à l'audience qu'il a bien voulu vous accorder. Et soyez rassurés que le gouvernement mettra en œuvre ces orientations et les secteurs dans lesquels vous voulez intervenir, les ministres compétents vont mettre en œuvre cette directive. Avec ce pays, grand producteur de pétrole et de gaz, les perspectives touchent forcément le secteur des hydrocarbures. Votre visite ainsi que celle de votre délégation permettra aussi aux opérateurs économiques sénégalais de mieux cerner les conditions d'accès au marché algérien et de nouer avec leurs homologues des relations d'affaires mutuellement avantageuses. Par ailleurs, en perspective de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, le Sénégal pourra s'inspirer de l'expertise avérée de l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures. Les hommes d'affaires algériens promettent de revenir dans une dizaine de jours du fast-track dans cette nouvelle dynamique. L'Algérie compte justement ouvrir une plateforme d'exportation au Sénégal, facilitée en cela par les liaisons maritimes et aériennes qui existent déjà. Tout ceci entre dans la nouvelle dynamique de coopération, explique le ministre algérien du Commerce reçu ce vendredi par le Premier ministre Amadou Ba. On l'écoute. J'ai présenté à M. le Premier ministre les vœux de son frère, le Premier ministre algérien Ahmed Abdelrahman. Et je lui remercie au nom de la délégation de l'accueil, l'hospitalité qu'on a reçue. Ma présence ici en Sénégal, c'était pour participer à la foire sénégalaise de Dakar en tant que pays invité d'honneur avec une grande délégation économique et des opérateurs. On a discuté de la coopération qu'elle existe aujourd'hui et comment on va développer cette coopération, surtout avec la décision de notre président algérien d'ouvrir une plateforme dédiée aux exportations SIA au Sénégal. On a parlé comment avec mon collègue et comment on va essayer de travailler ensemble pour réaliser cet objectif qui est intéressant pour les deux pays, surtout avec la ligne maritime qui existe maintenant, avec la ligne aérienne et l'ouverture, Inch'Allah, incessamment de la banque algérienne ici à Dakar. Donc on a discuté des moyens qu'on peut mettre entre les deux gouvernements pour réaliser les objectifs escomptés et augmenter les relations économiques et commerciales des deux pays. Surtout, on a de bonnes relations politiques et les relations fraternelles qui existent entre les deux présidents et entre les deux peuples. On essaie ensemble de travailler ensemble pour développer ce secteur de l'investissement, secteur de la coopération commerciale et l'investissement, de telle manière de donner un souffle et de réaliser nos objectifs dans le cadre gagnant-gagnant. Le ministre algérien du Commerce à la tête d'une forte délégation d'investisseurs, des chefs d'entreprise qui ont pris part au premier forum sénégalo-algérien des affaires organisé par l'APIX, l'agence de promotion des grands travaux. L'objectif est de faciliter les investissements du secteur privé algérien au Sénégal. Explication à Midi Diop. C'est le premier forum des affaires sénégalo-algérien. Dans cette salle, les opérateurs économiques algériens et sénégalais discutent des modalités de partenariat dans les domaines de l'énergie, du tourisme, des services et des industries pharmaceutiques. Le Sénégal veut ainsi valoriser ses potentialités. Nous avons présenté toutes les opportunités qui s'offraient à eux, des avantages du code des investissements, les avantages qui sont liés à l'implantation dans les zones économiques spéciales, mais aussi tout l'accompagnement nécessaire que le gouvernement du Sénégal est prêt à leur accorder à travers le ministère de l'économie, à travers l'APIX,
mais aussi tous les ministères sectoriels qui auront à les rencontrer, que ce soit le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Urbanisme, mais aussi le ministre du Commerce et le ministre chargé du PSE qui les recevront dans les jours à venir. Donc c'est un panel d'entrepreneurs importants dans tous les secteurs et nous avons en tout cas jugé nécessaire de tenir ce forum pour leur présenter toutes les opportunités qui s'offraient. La délégation venue d'Algérie est importante. Tous veulent profiter des atouts du Sénégal en termes de position géographique. Je remercie Monsieur le Président Macky Sall pour notre soutien pour venir en Sénégal. Vous savez, on est venu avec 102 hommes d'affaires qui veulent investir dans tous les secteurs. Ça veut dire l'agriculture, le tourisme, l'industrie et même pharmaceutique, et même des gens qui sont intéressés par l'énergie. Le dynamisme économique de l'axe Dakar-Alger permet de consolider l'intégration africaine et de conforter le secteur privé à travers des partenariats gagnant-gagnant. Plus de 6 400 milliards pour le budget 2023. Il a été voté par l'Assemblée nationale face aux députés. Le ministre des Finances et du Budget est revenu sur les priorités du gouvernement. L'équité territoriale sera au cœur des politiques publiques. Nous écoutons Mamadou Moustapha Ba. En votant ce budget, vous allez contribuer à l'amélioration de l'équité territoriale et sociale, puisque vous donnerez les moyens aux programmes que sont le PUMA, 12 milliards, le Promoville, 15 milliards, le PUDC, 20 milliards, les bourses de sécurité familiale, 35 milliards. Vous allez ainsi améliorer le quotidien de nos compatriotes jusque dans les territoires les plus isolés. Si vous votez ce budget, vous apporterez votre pierre à notre sécurité collective en donnant aux forces de défense et de sécurité les moyens de nous défendre, de nous protéger efficacement contre les menaces qui rôdent. Voter ce budget, c'est non seulement soutenir les agriculteurs en faveur de qui une enveloppe de 80 milliards est prévue pour l'amélioration de leur production, mais aussi renforcer l'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Kaffrine et Matam. Voter ce budget, c'est appuyer le monde de la pêche. Un honorable député a fait ici un plaidoyer pour ce secteur. En permettant non seulement la mise en œuvre des projets de développement tels que le port de Ziguinchor, mais également le programme de motorisation des pirogues avec cette subvention que les honorables députés veulent qu'on augmente. La requête a été bien enregistrée. Voter ce budget, c'est encourager l'amélioration des conditions de travail au niveau de l'éducation, en favorisant la construction de plus de 200 salles de classe et inspections départementales dans les zones de Bunkiling, Goudom et Medina Yoro Fula, ainsi que le remplacement des abris provisoires. C'est ça qui est contenu dans le budget du ministère de l'Éducation nationale. Voter ce budget, c'est dire oui à la construction et la réhabilitation des stades et autres infrastructures sportives à travers tout le pays, notamment les stades de Léopold Sédar Senghor de Dakar, Lamine Gueye de Kaolack, Elie Manel Fall de Diourbel et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Vous pourrez suivre une page spéciale sur le vote de la loi des finances 2023 après votre magazine Team à Qatar. Je vous l'annonçais en début de journal, ouverture hier de la 30e édition de la FIDAK, la foire internationale de Dakar, 15 jours d'échange et de commerce. L'Algérie, invitée d'honneur de cette édition qui a vu la participation de 24 pays en direct du succès. Nous retrouvons Ramata Dem. Ramata, bonsoir. Nous sommes donc au deuxième jour de cette 30e édition. Côté ambiance, qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir ? Alors bonsoir Anne-Marie Gomis, bonsoir.
Et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTS. Nous sommes effectivement ici au niveau du CICER à la Foire internationale de Dakar pour la 30e édition. C'est vrai que c'est le deuxième jour de la Foire internationale de Dakar qui a démarré hier par une belle cérémonie d'ouverture où nous avons pu voir ici le ministre du Commerce du Sénégal, Abdou Karim Fofana, et le ministre du Commerce de l'Algérie, Kamel Rezik, qui est venu puisque l'Algérie est le pays invité d'honneur de cette foire internationale de Dakar. Et justement, nous sommes aujourd'hui dans leur pavillon, on va dire, qui a été réservé pour tous les exposants de l'Algérie qui sont venus pour cette 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Je rappelle que 400 000 visiteurs sont attendus à cette foire et qu'il y a plus de 1500 exposants indirects attendus également pour cette foire internationale. Et il y a déjà 311 exposants installés en ce moment. Alors vraiment, c'est une très belle ambiance qu'il y a ici à la Foire internationale de Dakar. Et je vous assure, Anne-Marie et les chers téléspectateurs, qu'on vous fera vivre de très beaux moments ici à la Foire internationale de Dakar. Et bien sûr que vous pourrez voir de très belles choses. Il y a de belles choses à voir, je vous assure. Donc, Ramata Deme en direct du CICES que nous retrouverons dans nos toutes prochaines éditions. Et pour être plus complet, nous recevons justement sur ce plateau le directeur général du CICES, Saliou Keita. Bonsoir, monsieur Keita. Bonsoir. Alors, la FIDAK en est à sa 30e édition, 3 décennies d'organisation, l'âge de la maturité, si on peut dire. Absolument. Que retenir ce soir, monsieur Keita? Oui, effectivement, hier, les deux ministres en charge du commerce, le ministre Abdou Karim Fofana et son homologue, M. Rachid Kamel de l'Algérie, ils ont procédé à la cérémonie officielle de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, l'Algérie comme le pays invité d'honneur. Invité d'honneur à titre honorifique, parce que tout simplement, les 5 dernières années, en termes de participation officielle, l'Algérie, quand même, a toujours fait une très bonne participation. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, les relations entre l'Algérie et le Sénégal sont très bonnes et cordiales, marquées par, au-delà de la ligne aérienne. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'axe maritime, mais également, très prochainement, de la banque algérienne ici à Dakar. Le chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall, a effectué une visite à Alger où il a rencontré les opérateurs économiques algériens. Donc aujourd'hui, entre l'Algérie et le Sénégal, c'est une nouvelle dynamique de renforcement de la coopération économique et commerciale. C'est pour cela le CICES, en tant qu'institution d'appui au commerce, nous sommes déjà en partenariat avec la société algérienne des foires et expositions SAFEX pour ensemble organiser des rendez-vous économiques, autrement dit des salons spécialisés, pour promouvoir les échanges commerciaux entre nos deux pays et surtout instaurer un partenariat économique exemplaire dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de l'industrie. Donc, il faut dire tout simplement que l'Algérie et le Sénégal, c'est des opportunités extraordinaires que nous devons valoriser. Le thème de cette année porte sur quoi exactement? Les réflexions autour de quoi? Oui, le thème de cette année, c'est le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique. Vous savez, notre cher Sénégal, nous avons connu la pandémie Covid-19, nous avons subi également les effets de la crise ukrainienne qui a fait qu'aujourd'hui, l'orientation donnée par nos autorités, c'est d'aller vers la diminution de la vulnérabilité du Sénégal face aux chocs exogènes, mais surtout de promouvoir la souveraineté économique. Et promouvoir la souveraineté économique qui est fondée aujourd'hui sur le pari du secteur privé. Un secteur privé créateur de richesses, d'emplois, mais également de croissance. Et là aussi, on dit une croissance de qualité.
une croissance de qualité inclusive et participative. C'est pour cela, en marge des expositions, les 20 et 21, nous allons organiser un forum avec le secteur privé. C'est le lieu de remercier le CIS, le Club des investisseurs. Nous allons organiser ce forum, réunir les acteurs économiques sénégalais, permettre aux participants de s'approprier les orientations de la politique économique du Sénégal, les enjeux, mais également les opportunités y relatives. Donc il faut dire que c'est un forum qui va être un cadre de discussion sur les options stratégiques du Sénégal en matière de souveraineté, mais surtout de résilience économique dans un contexte très difficile empreint d'incertitude. À côté de ces réflexions, justement, la FIDAK, c'est aussi les échanges, mais surtout l'ambiance. L'organisation, M. Keïta, est souvent décriée par les commerçants et les nombreux visiteurs qui parlent souvent de Sandagabis. Pour cette édition, à côté innovation, qu'est-ce qui est réellement apporté pour attirer le maximum de visiteurs? Vous savez, quand le chef de l'État nous a placés à la tête du CICES, nous avons déjà travaillé sur l'état des lieux pour véritablement mesurer le poids de la mission que son Excellence nous a confiée. Alors, il faut dire que l'état des lieux avait révélé beaucoup de choses. Effectivement, la perception que le grand public a, c'est que quand tu vas au niveau du CICES participer à la FIDAK, on a l'impression qu'on est à Sandaga, qu'on est à Petersen. Aujourd'hui, depuis l'année passée, qui était notre première FIDAK, les choses ont changé. Il s'agit d'aller vers plus de professionnalisation, mais professionnaliser également ne signifie pas écarter le secteur informel. Nous avons dit oui, on va professionnaliser pour une bonne gestion des aires d'exposition. Nous voyageons, on voit comment les choses se passent ailleurs et pourquoi pas chez nous. Mais si nous voulons professionnaliser, oui, mais on ne doit pas écarter le secteur informel parce que nous savons que le tissu économique sénégalais aujourd'hui est porté à autour de 97% par le secteur informel. Pour cela, nous avons le pavillon orange qui est dédié au secteur informel, c'est pour le bazar. Mais les autres, ce sont des professionnels. Ils ne viennent pas pour vendre. Ils viennent pour exposer, pour trouver des contacts, mais après, la vente, c'est après. Donc, c'est pour cela qu'il y aura beaucoup de B2B, etc. Donc, il faut dire que l'innovation de taille, surtout cette année, c'est d'apporter une contribution par rapport à la fluidité de la circulation. Vous savez que le CICES, en tant que parc d'exposition et de congrès, au départ, on était 107 hectares. Aujourd'hui, nous sommes frappés par la réduction du périmètre géographique. C'est-à-dire, tout simplement, nous sommes une structure événementielle. Et quand on est dans l'événementiel économique, le parking fait partie de l'offre. Aujourd'hui, voilà, on ne peut plus gérer cette question de parking. Donc, c'est le rush quand on fait la FIDAK. Maintenant, avec notre partenaire Orange, on va vers la digitalisation des entrées. Cette année, à partir vous allez acheter votre ticket, mais avec votre système QR code, vous passez. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons totalement digitaliser. Depuis chez vous, vous achetez votre ticket et arrivez au CICES, vous passez. Un dernier mot à l'endroit de ces milliers de visiteurs attendus pour cette 30e édition? Oui, cette année, nous avons déjà 11 participations officielles, c'est-à-dire ils vont organiser leur journée avec la présence ou bien de leur ministre en charge du commerce ou bien de leur ambassade ici présent pour organiser leur journée et montrer leur facette économique et culturelle. Au-delà maintenant de ces 11, nous avons au total 24 pays qui vont participer, y compris le Sénégal. Mais ces 24 pays, ce qui est intéressant, c'est le retour des pays tels que l'Égypte, tels que l'Inde, le Ghana. Mais l'Europe aussi est présente cette année. Et Inch'Allah, l'année prochaine, nous allons démarcher les États-Unis, l'Amérique, parce que d'ici quelques jours, nous allons organiser les journées économiques du Sénégal à New York, parce que tout simplement, c'est le volet international du CICES. Parce que nous avons travaillé sur une nouvelle orientation, une nouvelle feuille de route qui s'inscrit dans une dynamique du renouveau du centre, le CICES. Parce qu'aujourd'hui, vous allez au CICES, ce n'est plus une seule activité. Nous avons beaucoup de partenaires, beaucoup d'activités, booster le taux d'occupation et de fréquentation, mais dans un cadre convivial, dans un cadre attrayant
et nous avons mis en place une direction chargée du cadre de vie. C'est pour cela, aujourd'hui, nous remercions nos partenaires, tels que Orange, qui nous accompagnent, surtout pour aller vers la réhabilitation du CICES. Nous sommes dans l'événementiel économique. Qui dit événementiel parle de concurrence. Et quand on est dans une situation de concurrence, tu as besoin d'infrastructures modernes de qualité. Et j'en profite avec cette émission pour dire que le CICES a besoin que le parc des expositions de Diamniadio soit rattaché au CICES pour nous permettre d'organiser des salons spécialisés. Tout à l'heure, vous avez vu avec l'Algérie, si vous voulez organiser un salon spécialisé sur le pétrole, sur le gaz, les hydrocarbures, ce n'est pas au CICES qu'on peut faire ça. Nous saluons aujourd'hui le président de la République, Macky Sall, qui a mis en place un comité pour la réhabilitation du CICES. Et je pense d'ici quelques années, on fera du CICES un hub économico-culturel, un centre des affaires, de la promotion culturelle, mais également des loisirs. Le CICES est un potentiel. Pour moi, le CICES aujourd'hui est un outil extrêmement important pour l'économie sénégalaise. Salou Keita, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CICES. Vous étiez venu nous parler de la 30e édition de la FIDAK qui s'est ouverte depuis hier. Élaboration de la lettre de politique de développement du ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Le document est établi dans le cadre du partenariat sénégalo-allemand et il prend en compte les enjeux majeurs des secteurs du travail et de la mise en œuvre du budget programme pour la période 2023-2027. Plus de précisions avec Fantabadji. Le ministère du Travail déroule sa feuille de route en perspective du prochain quinquennat 2023-2027 à travers sa lettre de politique sectorielle. Et il s'agit pour ce secteur porteur de croissance d'améliorer les performances du ministère et de relever les importants défis. Il s'agit du document stratégique du ministère qui fixe la vision, le cadre stratégique, le cadre de performance, le cadre de mise en œuvre et de suivi-évaluation du secteur sur la période 2023-2027. Les orientations stratégiques portent sur l'amélioration de la gouvernance du marché du travail, le renforcement de la protection sociale des travailleurs et l'amélioration du pilotage et du secteur des relations avec les institutions. L'élaboration de ce document a démarré le 26 avril 2022. Il porte essentiellement sur les enjeux du stratégique département du travail. Soumis aujourd'hui à l'amendement de ces acteurs, sa validation est un impératif. Nous l'avons fait après avoir procédé à l'évaluation de la précédente lettre qui nous a permis de tirer les enseignements et de prendre en compte les priorités et les nouveaux enjeux dans le secteur du travail et de la protection sociale qui est aligné sur le plan Sénégal émergent et qui prend en compte également les nouvelles réformes induites par le budget programme. La coopération allemande est partenaire du ministère du Travail dans le cadre de ce projet établi pour accompagner la réforme du travail. Un certain nombre de contraintes ont été décelées et tous ces aspects ont été bien pris en compte et des solutions ont été proposées pour en tenir compte dans le cadre de la prochaine lettre de politique sectorielle. Les travaux conduiront à des amendements pour disposer d'un document de qualité. À Fantabadji, autre question, la préservation du lac Rose. Le sujet était au cœur des débats du comité régional de développement spécial pour échanger avec l'ensemble des acteurs sur les problématiques et les solutions préconisées. Les experts vont à terme donc proposer des recommandations qui seront transmises justement au président de la République. Plus de mesures pour des mesures urgentes, à Kaltom Gueye. Le lac Rose, une des plus grandes attractions touristiques du pays, est menacé aujourd'hui. Une des principales causes de cette situation, la quantité importante d'eau de pluie de cette année. Sur instruction du chef de l'État, un CRD spécial a été organisé pour la préservation de l'écosystème,
mais aussi des activités économiques qui l'entourent. Rose est quelque chose de très sensible aujourd'hui. Vous avez entendu le maire qui vous donne cette augmentation exponentielle de la population qui est autour de ces zones-là, avec donc les conséquences qui vont avec, mais également les réalités, je dirais, environnementales de l'écosystème qui est là, à savoir des cours d'eau naturels, un lac qui est là, qui aujourd'hui, du fait de l'occupation, fait que les eaux, quand on a une saison aussi pluvieuse que celle qu'on a vécue, mais forcément, nous avons ces conséquences assez dramatiques et un écosystème extrêmement fragile qui, sans réaction, va disparaître. Aujourd'hui, on parle du lac Rose, il ne l'est plus. On parle, l'exploitation du sel n'y est pas possible parce que de 3 mètres de profondeur, on est à plus de 6 mètres. Et c'est quelque chose qui se faisait à pied, même si vous voyez de petites pirogues, mais ils le font à pied. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, il faut des actions urgentes et nous avons demandé à nos principaux scientifiques, même si ce sont des directeurs nationaux de l'administration, ce sont des scientifiques, des professeurs d'université, de nous résumer tout ce travail qui vient d'être exposé afin que l'on puisse proposer au chef de l'État des pistes de solutions urgentes. Un travail donc qui va aboutir à des mesures rapides et des solutions durables. L'ensemble des acteurs ont été impliqués. Nous avons tenu cette réunion avec tous les services de l'État, avec les représentants des populations, avec les représentants aussi des porteurs d'activités économiques de la zone. Et en conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons demandé aux services de l'État de tout faire pour limiter les ruissellements qui vont vers le lac Rose, ruissellements qui ont été très importants cette année à cause des quantités importantes d'eau de pluie qui sont tombées. Je rappelle que cette année, dans cette zone, nous avons 358 mm de pluie en cumul sur l'hivernage, alors que la moyenne sur la période 91-2020, sur 30 ans, était de 396 mm. Donc plus du double. Donc c'est ça qui fait qu'on a eu cette quantité d'eau. Donc limiter les ruissellements d'eau, soit par favoriser l'infiltration, ou bien par les délester vers d'autres zones, mais en même temps préserver aussi les zones de Kounoun, de Mbambilor, qui ont besoin d'avoir leur eau évacuée. Sur cette question-là, nous avons demandé à tous les services de pouvoir se concerter pour ces orientations générales que nous, ministres, on leur a données, qu'ils le traduisent en actions urgentes à mettre en œuvre et puis en solutions durables et plus structurantes à mettre en œuvre dans le moyen et le long terme. Et pour les riverains, les autres facteurs doivent être pris en compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas les seuls facteurs. Il y a d'autres facteurs. Parce qu'aujourd'hui, on vient sur l'écosystème, mais quand on parle de l'écosystème, on parle aussi en même temps, au-delà du lac, de ses environs. Et il a été noté qu'il faudrait se concerter de plus en plus avec les intervenants autour du lac, les hôteliers, certains résidents, les artisans, pour des questions environnementales aussi. Il faudrait continuer cette concertation pour faire de telle sorte que l'année prochaine, que nous ne revivons pas cette même situation. Ce CRD était l'occasion pour partager avec les autorités l'ensemble des résultats du travail effectué au préalable. Les experts ont 4 jours pour faire la synthèse et les conclusions seront transmises au chef de l'État pour des solutions urgentes. La piste rurale Sagata-Mbacké-Kadior en cours de finalisation en linéaire de 33 km réalisé par le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, pour désenclaver littéralement cette zone qui abrite beaucoup d'événements religieux. Papouna Diawa. Les pistes rurales sont des voies de communication qui facilitent la mobilité des populations des coins reculés du pays. Elles portent également des enjeux socio-économiques considérables. Celle-ci, qui relie Sagata à Mbacké-Kadior, est une véritable aubaine pour les populations qui la fréquentent. C'est une vieille doléance qui a été toujours demandée par les populations. Je peux même dire que depuis presque 40 ans, ça a été en fait une nécessité pour les populations de cette zone. Donc nous sommes très satisfaits de cette réalisation. Sur un linéaire de 33 km, la piste Sagata-Mbacké-Kadior est en cours de finition, mais elle est déjà carrossable. Et les usagers s'en donnent à cœur joie. Nous sommes très contents car avant c'était très difficile d'aller à Sagata.
il fallait faire un détour jusqu'à Darou Moussi. Mais maintenant, nous sommes soulagés. Même les véhicules s'embourbaient dans le sable, c'était pénible pour les transporteurs, mais maintenant, nous rendons grâce à Dieu. Une réalisation du programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, à inscrire dans le partenariat avec la Banque africaine de développement. Nous avons vraiment été très frappés par l'avancement très rapide des travaux. La piste, elle est terminée, il reste peut-être les ouvrages hydrauliques à réaliser, mais déjà les populations ont senti l'impact positif de cette piste. Tout le monde sait que si un village est assez reculé du centre de la région, c'est difficile, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, d'accéder au pôle de ces villes-là. Mais on voit que déjà avec la réalisation du tronçon, les femmes, les hommes, les jeunes sont satisfaits et le travail est bien fait. Et on est sûr aujourd'hui, après notre visite, que ces travaux vont être réalisés dans les délais. C'est une zone très peuplée. Le Cayor est encore peuplé. Et en plus d'être un foyer religieux important, avec beaucoup de cérémonies religieuses. Et bien sûr, on voit aussi que l'urbanisme est en essor. Donc cette piste vraiment vient à un point nommé parce que permettant justement de faciliter le transport des biens et des personnes. Sous financement État du Sénégal, Banque africaine de développement, le PUDC travaille à la réalisation de 300 km de pistes rurales. Il s'agit pour le programme de faire en sorte que l'équité sociale et territoriale soit une réalité visible partout dans le pays. Après Tamba, Kédougou a reçu la caravane du ministère de la fonction publique. Désormais, les agents de l'État vont pouvoir faire leurs démarches administratives à proximité. Un bureau relais des services publics a été installé sur place. Tchouroudia. Ouf de soulagement des fonctionnaires résidant à Kédougou. Pour rapprocher l'administration publique de ses usagers, le ministère de la fonction publique a mis sur pied un bureau relais à Kédougou. C'est l'espace Sénégal Service qui abrite ces locaux. Ça nous inspire une grande satisfaction. Je le disais tout à l'heure, l'inspection d'académie, le secteur de l'éducation draine la foule la plus importante des fonctionnaires. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des dossiers, énormément de dossiers à transmettre par la voie hiérarchique et qui ont pour destination la fonction publique. Si cette administration-là qui était à Dakar vient jusqu'à Kédougou pour gérer cela, je crois que c'est une grosse épine qu'on nous enlève du pied. Et ça nous permet en tout cas d'être en paix encore, surtout avec les enseignants et les représentants syndicaux, parce que souvent, il y a une pression à ce niveau pour dire qu'il y a des retards quelque part, ce qui est vrai. Il réduit une distance considérable. Nous venons de poser un pas géant en fait, parce que ça vient réduire une distance de 1500 km aller-retour. Donc en ce sens-là, le nouveau bureau-là, nous saluons tous les efforts qui ont été déployés, toutes les personnes qui ont eu à travailler à la réalisation de ce bureau. Donc c'est le moment de féliciter aussi M. Sadio Dembélé qui a été installé tout à l'heure dans ses fonctions. Donc il y a bon espoir et puis nous sommes entièrement satisfaits. La décentralisation des services publics dans le coin le plus reculé du pays a été rendue possible grâce à la société sénégalaise Numérikessa, ex-ADIR. Même dans l'administration française, il y a des lenteurs et ils sont beaucoup plus avancés en matière de digitalisation et en matière de modernisation. Mais ça va être considérablement amenuisé. Donc il y en aura de moins en moins et au finish, vous savez, l'administration c'est la continuité, c'est la mutabilité. Vous réglez des problèmes, d'autres problèmes surgissent. Mais nous nous engageons derrière le ministre de la fonction publique et derrière le Premier ministre et le président applique à travailler davantage, à raccourcir les délais de traitement des dossiers afin que les agents, parce que le traitement de ces dossiers a un impact sur le climat social. Et on doit travailler et avoir un climat social apaisé. Moi, j'étais venue pour suivre mon dossier. J'avais déposé en ligne pour la fonction publique et aussi vérifier la disponibilité de mon diplôme de baccalauréat. C'est disponible. C'est une très belle initiative. Vu la distance entre Kédougou et Dakar, ça va nous arranger.
Parce qu'au lieu de se déplacer pour partir jusqu'à Dakar pour suivre les dossiers, tu les suivis localement. C'est une très belle initiative, Inch'Allah. Cette antenne de la fonction publique va aussi servir les départements de Salémata et Saraya, en attendant la mise en place des bureaux relais dans ces départements. Sport, football, la petite finale de la Coupe du Monde se jouera demain à 15h GMT au Khalifa International Stadium. Selon le coach du Maroc, Walid Regragui, son équipe fera tout pour monter sur le podium. Le coach croate Zlatko Dalic veut lui aussi rentrer au pays avec la médaille de bronze. Les deux équipes ont fait ce vendredi leur conférence de presse et séance d'entraînement de veille de match. Ibrahim Moup. Relever la tête et essayer de monter sur le podium. Les Lions de l'Atlas ont une belle occasion pour terminer en beauté la Coupe du Monde. Difficile au surlendemain de la défaite, mais l'enjeu vaut des sacrifices. Un peu déçu de ne pas jouer la vraie finale, mais voilà, il y a un dernier match, il y a une troisième place à aller chercher. On sait que c'est important de finir sur le podium pour nous, surtout pour bien finir le tournoi, même si ça va être difficile avec la fatigue, le coup de massue qu'on a pris derrière la tête. Le Maroc et la Croatie vont se rencontrer pour la seconde fois au Qatar. Au premier tour, les deux équipes ont fait un match nul blanc. Ce samedi, il y aura forcément un vainqueur. Et je pense que ce sera différent du premier match, où le premier match, les deux équipes, on a beaucoup calculé, il y a eu beaucoup de respect pour prendre au moins un point et avancer dans la compétition. Donc demain, je pense que ce sera plus débridé, il y aura plus d'espace. Il y aura beaucoup de respect, je pense, entre les deux équipes encore. Ce sera encore tactique, je pense, parce que les deux équipes voudront gagner. Mais je pense que ce sera un match plus libéré des deux parties. Les Lions de l'Atlas joueront sans leur capitaine Romain Saïs, forfait. Les Croates, eux aussi, sont focus sur l'objectif. Ils ont les mêmes ambitions que leurs adversaires. Troisième en 1998, deuxième en 2018, la Croatie commence à prendre ses marques dans la cour des grands et veut y rester. Eh bien, pour nous, c'est un match de la plus grande importance. C'est un match pour une médaille. Nous avons beaucoup de respect pour l'équipe marocaine qui a beaucoup fait dans ce tournoi, qui a vraiment été une grande surprise. Bien sûr, cette Coupe du Monde signifie beaucoup pour nous et nous voudrions que notre population, notre peuple soit fier de nous avec la médaille de bronze que nous pourrions obtenir. Luka Modric, star de l'équipe croate, va disputer demain probablement son dernier match de Coupe du Monde à 37 ans. Les 18 joueurs de l'effectif Vatreni qui découvrent le mondial vont tenter d'assurer la relève. Le Qatar a organisé la meilleure Coupe du Monde de tous les temps, satisfait décerné ce vendredi par le président de la FIFA au pays hôte à Doha, Gianni Infantino, faisait face à la presse. Nous retrouvons Ibrahim Moup. 48 heures avant le clap de fin de la Coupe du Monde, Gianni Infantino a tiré un bilan satisfaisant de l'organisation. À tout point de vue, le président de la FIFA pense que le Mondial 2022 a connu un franc succès. Le Conseil de la FIFA souhaite féliciter les organisateurs de cette Coupe du Monde, qui a un pouvoir fédérateur impressionnant. Et tous ceux qui ont contribué à cette organisation sont salués pour leurs efforts. Ici au Qatar, tous les travailleurs, tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que cette édition de la Coupe du Monde a été le meilleur de tous les temps. Nous avons déjà vu une audience de 3,27 millions de spectateurs et 62 matchs ont été joués jusqu'à maintenant sans incident, dans une ambiance joyeuse et conviviale. Il annonce aussi l'augmentation des revenus de la FIFA. Ils sont évalués à 11 milliards de dollars, environ près de 7 000 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle en direction de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Ce sont 3 grands pays. Il y aura également 48 équipes au lieu de 32.
Donc il y aura davantage de matchs, il y aura davantage de recettes à travers les droits de radiodiffusion, et marketing, l'hospitalité. N'oubliez pas que nous allons jouer ces matchs dans des très grands stades en Amérique du Nord. Ce sont des stades utilisés à l'heure actuelle pour le foot américain, avec une capacité de entre 70 et 90 000. Nous attendons environ 5 millions de supporters qui viendront pour ces matchs. Cette première Coupe du Monde dans un pays arabe était escortée de préjugés, de critiques et d'une campagne de boycott. Le président de la FIFA appelle à plus de tolérance et au respect des différences. La FIFA est une organisation avec 211 pays, associations membres à travers le monde. Je suis extrêmement fier et je remercie tous les pays, plus de centaines de pays qui ont exprimé leur soutien à mon égard, par écrit ou à l'oral. Beaucoup de préoccupations ont été soulevées dans de nombreux pays. Tous les pays ont des cultures différentes, différentes façons de voir ces questions. Et en tant que fédération internationale, nous devons nous occuper de tous ces pays et de tous ces avis, en l'absence totale de discrimination à la base de législation ou de culture ou de valeurs dans ces associations membres. Au chapitre du calendrier international, Gianni Infantino confirme l'organisation de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs en 2025, avec 32 équipes. Il ajoute que les fenêtres FIFA de septembre et octobre seront fusionnées. Le président de la FIFA a également affiché ses ambitions. Il souhaite être réélu en mars prochain à Kigali pour un second mandat. Le président de la FIFA s'est félicité du parcours du Maroc dans cette Coupe du Monde. Il apprécie au passage les prestations des 5 représentants du continent et pense que le moment de l'Afrique tant attendu est arrivé. On l'écoute. Je considère la prestation du Maroc absolument exceptionnelle, fantastique. Ils ont très bien joué. Ils ont joué avec le cœur, mais aussi avec des qualités indéniables. Arriver en demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas un hasard, c'est le fruit d'un travail de longue haleine par la fédération marocaine, son président, tous les joueurs, l'encadrement technique, un jeune entraîneur marocain qui a fait très bien avec son club et qui a montré comment on peut jouer un football attrayant et efficace. Donc, vraiment, félicitations et chapeau. Vous avez un beau chapeau là. Chapeau au Maroc. Mais aussi félicitations aux autres équipes africaines. Le Sénégal qui a passé la phase de groupe, ce qui n'avait pas été le cas en 2018. Après, il a trouvé une Angleterre extrêmement forte sur son chemin. Mais aussi Cameroun, Ghana et Tunisie qui ont très bien joué, qui étaient en course jusqu'à la dernière minute du dernier match pour se qualifier. Ça montre le niveau du football africain. Je suis très content parce que ça fait des décennies qu'on parle du moment du football africain, le moment est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas. Il est venu, et le fait que pour la prochaine Coupe du Monde, on va doubler pratiquement le nombre d'équipes africaines qui vont se qualifier. Donc, on aura d'autres équipes qui vont, le double d'équipes qui vont se qualifier. Je pense qu'on pourra se réjouir de prestations très fortes des équipes africaines aussi déjà lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc, bravo et félicitations. En direct de Doha, nous retrouvons sur place Ibrahima Mboup. Bonsoir Ibrahima, veille de la petite finale Maroc-Croatie. Comment voyez-vous ce match? Est-ce que côté Maroc, le coach a la possibilité de récupérer justement ses joueurs blessés pour la 3e place? Bonsoir Anne-Marie Gomis. On a été à l'entraînement du Maroc il y a quelques heures, la dernière séance
des Lions de l'Atlas. On a remarqué que Romain Saïs ne s'est pas entraîné et puis Walid Regragui avait déjà annoncé le forfait de son capitaine ce matin en conférence de presse. Par contre, Naïef Aguerd, le défenseur central de cette équipe marocaine, a participé à la séance, de même que Noussaïr Mazraoui, le latéral du Bayern de Munich, qui avait été remplacé lors de la demi-finale après une alerte. On pense que Aguerd et Mazraoui pourraient tenir leur place demain lors de la 3e place. Mais tout dépendra véritablement des décisions prises par Walid Regragui. D'habitude, il attend la dernière minute pour faire ses choix en collaboration avec le staff technique de l'équipe nationale marocaine. Et vraiment, l'actualité aussi, c'est la sortie du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui salue donc le parcours justement du Maroc et de toutes les équipes africaines. Ah oui, c'est un bon parcours. Pour la première fois, l'Afrique est en demi-finale de Coupe du Monde. Et le Sénégal, qu'il a cité, est allé jusqu'en 8e de finale, alors qu'en 2018, en Russie, aucune équipe africaine n'avait réussi à se qualifier pour les 8e de finale. Mais pour cette édition, l'Afrique a fait mieux avec cette demi-finale historique du Maroc. Et si le Maroc se hisse sur le podium demain, ça sera quelque chose d'historique aussi, parce que jamais les pays africains n'ont réussi à monter sur le podium de la Coupe du Monde. L'Afrique évolue, l'Afrique a du talent et on voit que le continent peut bel et bien rivaliser avec les grandes nations de football. Et les équipes africaines l'ont montré pendant cette Coupe du Monde. À force de se professionnaliser, à force d'avoir des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs en Europe, je pense que l'Afrique fera encore un grand bond en avant lors de la prochaine édition, d'autant plus qu'on aura 9 représentants du continent africain dans cette Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Voilà donc Ibrahima Mboup en direct de Doha qui revenait donc sur justement cette sortie de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui salue le parcours donc du Maroc et de tous les pays africains à ce grand rendez-vous du sport. Il est revenu également sur la veille de la petite finale Maroc-Croatie. Donc il analyse donc cette affiche donc à suivre demain à 15h à GMT. Retour à Doha pour retrouver Ibrahima Mboup. Bonsoir Ibrahima. Donc en dehors de la petite finale demain qui va opposer le Maroc à la Croatie, quel est l'agenda des deux équipes finalistes, la France et l'Argentine? Rebonsoir Anne-Marie Gomis. En début de soirée, l'équipe de France s'est entraînée au complexe Al-Sadd, mais il y avait pas mal d'absences. Vous le savez certainement, en ce moment, il y a un virus qui est en train de semer le désordre au sein de l'équipe de France. Lors de la demi-finale, par exemple, Adrien Rabiot et Dayo Upamecano n'ont pas joué parce qu'ils étaient malades. Ils souffraient de cette grippe-là, de ce virus. Kingsley Coman sentait aussi des douleurs. Il avait des symptômes grippaux. Et aujourd'hui, on nous annonce que Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont aussi atteints de ce virus mystérieux, pour reprendre les termes de la presse française. Et au sein même de l'équipe de France, on commence à faire recours à la distanciation sociale. Et le staff est en train de tout faire pour que ce virus-là n'atteigne pas d'autres joueurs avant cette finale de Coupe du Monde. On verra d'ici demain s'il y aura de plus amples informations sur toutes ces absences lors de la séance d'entraînement du début de soirée. Tchouaméni et Théo Hernandez n'ont pas non plus participé à cette séance d'entraînement, mais ils ont pris des coups lors de la demi-finale. Ils ne sont pas malades, mais c'était des coups pris pendant les demi-finales qui ont fait qu'ils ont été ménagés par le staff de l'équipe de France. L'Argentine, elle aussi, s'est entraînée à 18h à Qatar University, mais c'était une séance à huis clos. La séance n'était pas ouverte à la presse. Demain, il y a un agenda chargé qui attend les deux équipes finalistes. Déjà à partir de 11h30, Didier Deschamps fera face à la presse. La conférence de presse de Scaloni
est prévu dans l'après-midi à 15h. L'équipe de France fera sa dernière séance d'entraînement à 16h30 et puis l'Argentine va faire sa séance de veille de match à partir de 18h. Merci beaucoup Ibrahim Mboup en direct de Doha. Chez nous, signature de partenariat entre Speak Up Africa, I Am Gold Corporation et le Programme national de lutte contre le paludisme. Ces trois entités s'unissent pour mettre en œuvre des plans d'action contre le paludisme au Sénégal à Wanyaï. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent, lancée en 2020 en collaboration avec Ecobank. Le Sénégal, le Burkina Faso, l'Ouganda, le Kenya, le Ghana et le Bénin sont concernés. Le secteur privé appuie cette initiative. Je tiens à prendre cette occasion donc pour remercier le groupe Ecobank pour leur fort engagement, aussi bien eux-mêmes en tant qu'entreprises citoyennes, mais également par rapport à l'engagement des autres entreprises qui se sont associées au groupe, notamment le groupe Canal Plus Sénégal, Icône Sénégal et I Am Gold. Et ces contributions en nature que nous avons vues de ces trois entreprises s'élèvent aujourd'hui à plus de 500 millions de francs CFA. Les entreprises qui se sont engagées dans la lutte contre le paludisme inspirent d'autres entreprises. Speak Up Africa poursuit les partenariats. Beaucoup d'efforts ont été consentis au niveau du Sénégal dans la lutte contre le paludisme et les résultats encourageants sont obtenus qui militent en faveur de l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Et ces résultats sont obtenus grâce à la mise en œuvre des interventions efficaces et prouvées recommandées par l'Organisation mondiale de la santé et appuyées également avec les partenaires stratégiques, les partenaires financiers et techniques, mais également les entreprises dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif qui met en évidence les questions liées au développement. À travers la signature de cette convention, les deux entités vont poursuivre cette collaboration dans le cadre d'un plan d'action plus élargi en 2023, afin d'appuyer le programme national de lutte contre le paludisme. Du baume au cœur, l'association Guédiawaye Hip Hop a organisé ce jeudi un concert au profit des détenus du camp pénal de Liberté 6. Une occasion pour de nombreux artistes de communier avec les pensionnaires de cet établissement à travers cette activité. L'association Guédiawaye Hip Hop porte un plaidoyer contre les longues détentions préventives au Moukassoussala. Le temps d'un après-midi, l'ambiance était particulière au camp pénal de Liberté 6. Des artistes en toute communion avec les détenus. L'initiative est de l'association Guédiawaye Hip Hop. Pour nous, c'est très important d'intervenir dans les prisons à travers des concerts, à travers des ateliers de formation, parce que c'est très important. C'est une manière de marquer notre solidarité avec le milieu carcéral. On n'a plus la possibilité d'organiser cette activité à Rebeuss parce que Rebeuss est devenu étroit. Mais l'objet véritable de cette activité, c'est de lutter contre les longues détentions préventives et d'appeler, d'inviter les autorités également à réviser la question de la perpétuité. Une appréciation positive parce que ce genre d'activité organisée dans un établissement pénitentiaire pour les détenus, c'est quelque chose de très important. Parce que vous savez, ça leur permet vraiment de se divertir. Voilà, ça leur permet vraiment qu'ils sachent que vraiment la société ne les a pas oubliés. Donc c'est des moments très forts, c'est des moments de partage. Et vraiment, c'est des moments de communion. Un concert en prélude à l'édition 2022 du Festival international Guédiawaye Bayrap. Depuis sa création en 2010, l'association œuvre pour la réinsertion des anciens détenus. C'est dans ce cadre qu'elle a créé un centre de formation au métier des cultures urbaines. Pour anticiper la réinsertion, il faut intervenir maintenant. Nous avons beaucoup de jeunes de Guédiawaye qui sont là et nous voulons amortir cela. Nous voulons, à travers nos interventions par le biais du hip-hop, effectivement, arriver à apaiser la tension, arriver effectivement à inviter les jeunes à découvrir, à explorer d'autres pistes pour réussir dans leur vie et de sortir du monde de la délinquance. Ce concert est devenu un rendez-vous annuel, une occasion pour les artistes de délivrer des messages d'espoir et d'encouragement
engagement à ses citoyens en conflit avec la loi. Pour terminer, retour sur l'ouverture hier de la Foire internationale de Dakar. La cérémonie officielle de cette 30e édition s'est déroulée en présence du ministre algérien du Commerce, Mamadou Sakine Abdouad. C'est parti pour 15 jours de vente, mais aussi de journées culturelles et sanitaires. La 30e édition de la Foire internationale de Dakar a démarré en présence des exposants et des officiels du pays invité d'honneur, l'Algérie. Nous aspirons à augmenter le volume des échanges bilatéraux dans le cadre de la zone de libre-échange africaine et faciliter le transport maritime à travers la ligne maritime reliant Alger à Dakar via Nouakchott. Sur les échanges commerciaux entre nos deux pays, le Sénégal constitue pour l'Algérie un partenaire commercial privilégié dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges commerciaux bilatéraux sont en constante progression. Ainsi, ces échanges ont atteint en 2021 35 millions de dollars, alors qu'il n'était que de 17 millions de dollars en 2020 et 19 millions en 2019. Les exposants algériens partagent les stands avec de nombreux commerçants venus des 4 coins du monde. La FIDAK 2022, c'est 11 participations officielles. Cette année, on aura 311 exposants directs avec plus de 1500 exposants indirects provenant de 24 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Le thème de cette année est une réponse aux défis auxquels le Sénégal fait face dans un contexte post-Covid-19. Le choix du thème de cette 30e édition de la FIDAK, le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique, répond aux orientations du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré pour la relance de l'économie sénégalaise dans le cadre du plan Sénégal émergent. L'objectif du PAP 2A est globalement orienté vers le développement endogène, porté par la quête des souverainetés alimentaires, sanitaires et pharmaceutiques, avec un secteur privé national plus dynamique. En effet, force est de reconnaître que la crise a fait ressortir de nouveaux défis pour le pays, notamment la promotion d'une agriculture intensive, abondante, de qualité et résiliente, une santé inclusive, le développement d'un secteur privé national fort, la transformation industrielle et numérique. Au-delà des échanges commerciaux, un forum scientifique est prévu les 20 et 21 décembre au CICES autour du thème de la 30e édition de la FIDAK. Rappelez que vous pourrez suivre une page spéciale sur le vote de la loi des finances 2023 après votre magazine Team Qatar. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.